Bonjour, chers étudiants du S1, licence fondamentale économie et gestion. Comme ça a été promis dans le cadre des préparatifs de vos examens de cette année en matière de management 1, j'avais prévu de vous faire passer quelques vidéos sur les brèves du management. Les brèves du management s'articulent autour de 4 vidéos. La première sera consacrée aux principales approches du management. La seconde vidéo aura traité le concept management d'une manière sommaire. La troisième vidéo, quant à elle, sera consacrée au processus managériel. Et la dernière vidéo, c'est l'homme avec un grand F qui porte le management, c'est le manager, avec une petite comparaison entre le manager, le leader ainsi que les gestionnaires. Comme ça a été promis également, la durée de chacune des vidéos sera d'une durée aux environs des 5 minutes de besoin. Vos commentaires sont les bienvenus afin d'ajuster les vidéos qui seront diffusées ultérieurement. On gardera la même cadence, sauf qu'aujourd'hui, j'ai commencé un tout petit peu tard, avec 21h30. À partir de demain, ça serait 21h, et après-demain, et bien évidemment, ça serait lundi, samedi et dimanche, puisque je prends en considération que dans l'US5, par exemple, là-bas, les examens de licence fondamentale, particulièrement S1, vont démarrer à partir du 25. Donc, j'aimerais bien que, chers étudiants et chers intéressés par le management, vous n'avez pas pris en considération les 2 minutes qui se sont écoulées pour vous présenter un peu les vidéos qui se dérouleront durant ces 4 jours. Et je vais commencer avec la première vidéo. Quand on parle des principales approches théoriques en management, particulièrement, on parle de début du 21e siècle à ce jour. Pour ne pas vous agacer avec trop de concepts et trop d'auteurs, je donnerai les grandes lignes et par la suite on entrera dans des petits détails. 1909 à 1930, c'est une période où a dominé le management autoritaire, le management mécaniste. On l'appelle également le management classique ou également l'approche techniciste. C'est l'ère de Taylor, Frederick Wilson Taylor plus particulièrement, de Ford, Henry Ford l'industriel, Max Weber avec son concept de bureaucratie et Fayol avec son concept de l'approche administrative. De 1930 à 1960, vu les malaises qu'avait engendré le management technique, le management mécaniste, on a vu se développer une approche des relations humaines qui plaide pour une prise en considération des aspirations des ouvriers, disons des êtres humains, dans le cadre de management. À partir des années 70, 60 à 70, mais disons les années 70, avec la crise économique de la stagflation, les managers se sont trouvés en face d'une situation économique qui exigeait un renouvellement de l'approche managérielle, et c'est là où est apparu le management de la contingence et de la planification, couramment que l'on peut dire le management systémique, c'est-à-dire avec une prise en considération de l'environnement interne et de l'environnement externe des organisations et plus particulièrement de l'entreprise. La phase à partir des années 70 à ce jour a été marquée par une découverte de l'école japonaise avec Toyota, ce qui a engendré l'apparition de différents types de management, à commencer par le management participatif, suivi par le management de la qualité
Et aujourd'hui, on parle du management collaboratif. Ce qui m'intéresse dans cette première vidéo, c'est plutôt de vous parler davantage sur les approches de base. Qu'est-ce qu'on entend par les approches de base? C'est-à-dire les approches qui ont dominé entre 1909 et 1970, à savoir le management classique et le management des relations humaines. En commençant par le management classique et sans entrer également dans trop de détails que vous pouvez trouver dans différents ouvrages, dans différents cours, dans différentes places, dans différents sites, puisque vous vous connectez tout le temps, j'aimerais bien partager avec vous quelques éléments qui distinguent le management classique. Je commence par Frederick Wilson Taylor, qui est le père du management scientifique. Le management scientifique, ou ce qu'on communément on appelle également l'organisation scientifique du travail, qui vise la performance, s'articule autour de 4 principes fondamentaux. Le premier principe, ceux qui pensent et ceux qui visent. Il y a les spécialistes qui font la conception, qui donnent les ordres, et il y a les ouvriers qui visent et qui font le travail. Ce travail-là ne peut pas être fait avec une cadence, c'est-à-dire avec un rythme soutenu, que s'il y a un chronomètre. Et c'est le deuxième principe. Chronométrer quoi? Chronométrer des gestes qui doivent être productifs. Autrement dit, tout geste inutile doit être éliminé du processus de management et du processus de la production. C'est dans le cadre des voitures. Troisième principe fondamental, c'est que toutes les tâches à faire doivent être standards et simples, ce qui nécessite que l'on découpe le processus de la production. Par exemple, prenons un petit exemple. Vous allez fabriquer une voiture sur laquelle vous allez monter des pièces. Une personne va mettre la pièce, la deuxième va serrer cette pièce, la troisième va la finaliser. Ce qui nous donne que chacun a une action très simple à faire, et cette action simple ne nécessite pas un grand savoir en termes également, n'exige pas une formation de profondeur. Dernier principe qui a été mis en place par Taylor, c'est le principe the right man in the right place and the one best way. Selon Frederick Wilson Taylor, il n'y a qu'un seul chemin pour obtenir la performance, c'est la réduction des coûts. Non seulement la réduction du coût, mais la compression des salaires. Et du coup, il faut bien choisir les êtres humains et les mettre dans les bonnes places. Simplifions. Si vous avez à lever des choses lourdes, vous avez besoin d'une personne qui a une bonne musculature. Si vous avez besoin de quelqu'un qui doit concevoir comme le spécialiste, vous avez besoin d'un génie ou disons tout simplement de quelqu'un qui raisonne très bien. Bon, Henry Ford, l'industriel, en découvrant le principe de Frederick Wilson Taylor, a ajouté des éléments. 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la production de masse pour une consommation de masse. La Ford T, cette fameuse voiture noire dont s'ouvre des autres côtés, la Ford T a été vendue 1 million d'exemplaires en 1914 pour vous montrer qu'on nous étions devant une production de masse répondant à une consommation de masse. Pour obtenir cette production de masse, il y avait besoin de trouver un deuxième principe, c'est le 6e pour l'école en elle-même classique, c'est celui de la chaîne de production. Il y a besoin du chronomètre. La chaîne, les personnes restent à leur place et c'est la voiture qui passe devant eux.
Pour motiver ces gens-là, pour rester à leur place, Ford a instauré $5 day, clou pour l'école classique avec Taylor et Ford, et ce qui a engendré, et là je vous recommande de voir les temps modernes de Charlie Chaplin, 1935 sur YouTube, la partie 5. C'est très intéressant pour comprendre que c'était un système stressant, un système casse-tête, un système qui rendait les gens fous et malades. Et ce qui a engendré qu'il y a eu développement d'un nouveau courant, c'est celui du mouvement des relations humaines. Mais auparavant, de parler du mouvement des relations humaines et de comparer à celui de l'école classique, il y a lieu de rappeler que du côté français, il y avait un théoricien très intéressant, génial, c'était Fayol, qui a découvert, entre autres, les fonctions de l'entreprise. Il y avait la fonction commerciale, la fonction de production, la fonction, je dirais, comptable, la fonction d'approvisionnement. Mais à côté, il a découvert qu'il y avait une fonction qui ne remplissait pas les rôles comme les autres. Il l'avait appelée la fonction administrative. Cette fonction administrative a pour rôle de prévoir la vision de la production, d'organiser le processus, de commander, de coordonner et de contrôler. C'est la genèse du management qui sera appelé par la suite PDCA, Plan, Do, Check, Act, par Deming, l'un des théoriciens de la qualité. Revenons maintenant au mouvement des relations humaines. Le chef de file de ce courant-là, c'est Elton Mayo. Elton Mayo, M-A-Y-O, 1933. Il a fait une petite expérience dans une usine de fabrication de câblage électrique où il travaillait des opératrices. L'expérience était très simple. On va garder quelques opératrices qui vont travailler dans les conditions tayloriennes, fordiennes, et d'autres vont travailler dans un contexte plutôt où il y a un bon éclairage, où les personnes peuvent échanger entre elles, c'est-à-dire les opératrices peuvent se parler entre elles. Après quelques mois, le constat était très intéressant. Les personnes qui ont travaillé dans de bonnes conditions d'éclairage, qui pouvaient échanger entre elles, on a vu leur productivité s'améliorer au moins de 15%. Cette amélioration des conditions de travail, on l'appelle au management des ressources humaines ergonomie, l'ergonomie. Bon, bref, cette école des ressources humaines a connu et que dans la majorité des théoriciens sont plutôt des gens issus de la psychosociologie, c'était des médecins. À leur tête, on trouve Abraham Maslow, celui qui a conçu la pyramide des besoins. Cette pyramide stipule tout simplement, pour que nous ayons la performance de l'organisation, il faut que les êtres humains, c'est-à-dire les travailleurs, réalisent leurs besoins. Le premier besoin, c'est un besoin économique. Tu as besoin de manger, de dormir, de boire. Et pour cela, vous avez besoin d'un salaire. Ou disons, vous avez besoin d'un petit revenu. Une fois que vous avez satisfait vos besoins physiologiques, tu as mangé, tu dors, tu bois et tu as ces besoins-là, tu commences à penser de les faire durer dans le temps. C'est ce que nous appelons les besoins de sécurité, c'est le deuxième niveau de la pyramide. Une fois que c'est sûr que tu as ton revenu, et pendant des années, 10 ans, tu aimerais que les gens reconnaissent ce que tu fais, qu'ils reconnaissent que tu travailles dans un groupe. C'est ce que nous appelons les besoins. Une fois que tu as ces besoins sociaux, tu as besoin également de grimper les échelles, de devenir, disons, responsable. C'est ce qu'on appelle le besoin d'estime. Et en fin de compte, c'est quand vous n'aimez plus de désir. C'est que vous êtes satisfait.
de ce que vous avez réalisé, c'est ce que Abraham Maslow appelle le besoin d'accomplissement. Je ne vais pas entrer dans les critiques de cette pyramide, que l'on peut sauter d'un besoin primaire vers le besoin le plus haut. Quand quelqu'un trouve le bonheur dès qu'il a mangé, dès qu'il a bu. Également, je ne vais pas critiquer également la pyramide d'Abraham Maslow, quand on peut dire que l'on peut chuter du besoin le plus élevé au plus bas quand on est déjà riche et on devient pauvre. Deuxième personne qui a contribué, et disons qu'il nous reste, j'ai dépassé le temps que nous avons convenu, mais il nous reste 1 minute 2 pour clôturer cette première vidéo, c'est la théorie XY de MacGregor de 1961. MacGregor s'écrit s'il vous plaît séparément MC, Gregor, G-R-E-G-O-R, MacGregor, un Américain. Cette théorie XY, en simplifiant, c'était une théorie qui dit que le X, c'est-à-dire la personne X, est une personne paresseuse dans le système, qui n'aime pas travailler. Et je ne parle pas ici de la paresse naturelle, mais plutôt ce que nous appelons en théorie la paresse systématique. Cette personne-là a besoin d'un management autoritaire. Alors qu'il y en a des personnes que l'on peut qualifier de Y. Les personnes Y, c'est des personnes qui aiment prendre des initiatives. Pour ces personnes-là, MacGregor recommande plutôt un management de type participatif. Et donc, on peut trouver un même manager qui traite les gens de différentes manières. On l'appelle le situationnel. Situationnel, c'est-à-dire avec les X, il a l'autorité, et avec les Y, il a plutôt la participation. On peut l'appeler également le monsieur carotte et bâton. En fin de compte, vous avez la théorie de Herzberg, qui commence avec un H. Herzberg, 1975, et c'est la dernière. C'est la théorie des deux facteurs. Les facteurs d'hygiène et les facteurs motivationnels. Selon Herzberg, ce ne sont pas les conditions générales du travail qui motivent les gens, mais c'est le travail lui-même. Ce n'est pas les politiques et les pratiques administratives qui motivent, mais c'est le succès, la réalisation des aptitudes personnelles. Ce n'est pas la supervision qui motive les gens, mais plutôt la considération et l'appréciation de leurs capacités. Ce n'est pas les relations entre collègues qui priment, mais c'est plutôt ce qui va motiver une personne, c'est la responsabilité qu'elle a prise. Et en fin de compte, ce n'est pas le salaire qui va vous motiver, mais plutôt l'avancement. À la fin de cette vidéo, j'aimerais pour demain que vous prépariez, pour que vous soyez préparés à la deuxième vidéo, et j'essaierai de respecter un tout petit peu le timing en ne dépassant pas les 10 minutes maximum, que vous alliez sur cette même page que vous consultez. Il y a un petit statut que j'ai partagé auparavant. C'est un lien vers ma page Academia où vous pouvez télécharger les supports qui servent, le support PDF qui sert à cette vidéo et à ceux qui vont venir. Le support ne dépasse pas 23 pages en considérant que nos étudiants ont besoin plutôt d'alléger le fardeau pour eux, de leur expliquer avec un niveau, disons, de simplicité, mais en leur demandant de faire des efforts exigés, entre guillemets, souhaités. C'est quand on est un peu participatif, innovant quand on est collaboratif. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. Je remercie toutes les personnes qui sont avec moi en ligne, en direct, maintenant même, qui ont liké ou aimé ce que je fais. Et je vous donne rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Je ne dirais pas comme disent certains journalistes, même heure, même place, mais je dirais, Inch'Allah, à
1 heure demain, vendredi, Inch'Allah, si on est de ce monde, et que vous soyez nombreux qu'aujourd'hui, et partagez, et dites à vos collègues de tous les groupes et de toutes les licences fondamentales d'économie-gestion du Maroc, et à tous les intéressés du management, qu'il y a des choses intéressantes à voir. Merci à vous et à demain, Inch'Allah. Merci.